Et donc, je le disais en préambule, j'accueille Philippe Vigier. Bonjour Philippe Vigier. Oui, bonjour. Alors, je le rappelle, vous êtes député MoDem d'Eure-et-Loir et maire de Châteaudun. Philippe Vigier, les candidatures se multiplient à moins d'un an de la présidentielle, au centre et surtout à droite également, aussi à gauche, en réalité sur la totalité de l'échiquier politique. Vous avez sans doute, Philippe Vigier, lu cet entretien intéressant, il faut l'avouer, de Gabriel Attal dans le JDD, dans lequel il donne sa feuille de route en vue de la présidentielle. Philippe Vigier, est-ce que Gabriel Attal vous a convaincu ? Non, il ne m'a pas convaincu, non pas parce que sa feuille de route ne présente pas d'intérêt, bien au contraire, il y a des éléments sur lesquels je me retrouve, mais il y a un sujet qui est mortifère. Georges Fenech est autour de la table, il le connaît par cœur, c'est le sujet de la primaire. Oh oui, le sujet de la primaire, c'est un exercice de style où chacun va vouloir se différencier des autres à tout moment. Et on sait qu'à partir de là, il faudra recoudre. Et recoudre en 6 semaines, en 2 mois, c'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir tapé sur la tête de votre collègue concurrent du même espace central, du centre-gauche à la droite républicaine, sans qu'à un moment ou à un autre, et vous verrez, malheureusement, il faut attirer sur ses pieds. Donc moi, je ne suis pas du tout favorable à cette idée-là. Primaire, alors Philippe Vigier, pardon, la primaire est aussi l'occasion pour un mouvement politique, un courant de pensée, d'avoir une belle vitrine, parce qu'il y aura des débats à la télévision, un vote. C'est aussi ça qui peut être positif avec une primaire. Vous ne le voyez pas de cet œil, Philippe Vigier? Si, là-dessus, vous avez raison. Quand François Fillon, par exemple, a démarré, on a vu qu'il y a eu un afflux des hommes et des femmes qui n'étaient pas spécialement d'ailleurs adhérents à l'époque de l'UMP qui sont venus. Il y a des gens qui peuvent s'intéresser à un schéma présidentiel. Là, attendez, pardonnez-moi, l'équation a changé. Nous sommes en 2026. Dans le monde, on parlera probablement de ce qui se passe dans l'enclave marocaine en Espagne. Ça veut dire que, clair, avec une crise climatique qu'on n'a jamais vue, avec des crises migratoires très importantes, avec une crise de déficit public telle qu'on la connaît, moi, j'ai pas envie de me retrouver entre les filles et le RN coincés entre les deux. Donc, je demande simplement une chose, que chacun fournisse ses arguments, son projet, et c'est normal qu'il aille sur les plages expliquer, qu'il fasse son tour de France, c'est très bien. Et puis, à l'automne, il aura lieu le moment de la décantation. Et il faudra se retrouver derrière une femme ou un homme pour porter un projet, une ambition, une candidature pour la présidentielle. Si on prend un autre chemin, écoutez, j'ai un peu d'expérience dans la vie politique, j'ai vu ça depuis très longtemps, eh bien, ça sera mortifère. Raphaël Steinville, du JDD, souhaite vous interpeller, Philippe Vigier. Oui, Gabriel Attal ne dit pas qu'il souhaite une primaire. Il dit que si en janvier, Édouard Philippe et lui-même devaient être au coude à coude, il envisagerait, il propose comme solution qu'un vote permette de les départager. Pour l'instant, l'heure est au débat et c'est comme ça qu'il inscrit sa campagne. Eh bien, j'ai envie de vous dire que le débat ait lieu maintenant, qu'il ait lieu tout l'automne. Je suis d'accord avec Gabriel Attal. S'ils sont au coude à coude, eh bien, à un moment ou à un autre, ils se mettent autour d'une table en disant, mon vieux, il y en a un des deux qui va y aller. Si ce sont eux qui ont le plus de chances de faire en sorte que l'espace central puisse apporter un nouveau message, avec de l'optimisme, de l'ambition. Là où je retrouve dans le message de Gabriel Attal quelque chose d'intéressant, il dit, ce pays n'est pas foutu, ce pays a des ressources exceptionnelles. Regardez, nous sommes 6 ans après la Covid. Qui pensait qu'on s'en relèverait, comment s'en est relevé. Ce pays a toujours su se relever dans les moments les plus compliqués. Donc, si en janvier, ils sont ce moment d'intelligence, mais au contraire, ça c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans la vie politique. Eh bien, je peux vous assurer que le quidam, celui qui s'intéresse moins à la vie politique que vous, que moi, dirait, tiens, pour une fois, ceux-là, ils ont un peu de bon sens. Eh bien, on va les suivre. Philippe Vigier, alors, votre parole est importante parce que vous n'êtes pas n'importe qui, député solidement ancré dans votre territoire, ancien ministre des Outre-mer, d'ailleurs, dans l'équipe de Gabriel Attal, même si c'était Madame Borne qui était donc votre patronne à l'époque. Absolument, je les connais bien tous. Non, mais voilà. On est d'accord. Bon, qui trouve grâce à vos yeux? La question est simple, Philippe Vigier, ce soir. C'est très bien posé. Je vais vous dire pour le moment, moi je regarde je veux voir qu'est-ce que proposent les uns et les autres. Gabriel Attal, je commence à voir sa feuille de route. Pas de langue de bois sur Europe 1 ce soir, Philippe Vigier. Non, je ne suis pas de langue de bois. Non, pour l'instant, mon choix n'est pas arrêté, je vous le dis très clairement. Moi, j'ai envie d'abord, je serai derrière celle ou celui qui gagnera. Et j'ai quelques sujets sur lesquels on ne transigera pas. Vous savez, par exemple, les déficits. Vous avez au téléphone un député qui, en 2007, présentait, Georges Fenech s'en souvient très bien, je voulais que le budget soit voté à l'équilibre. On faisait ça avec Courson. Et on expliquait qu'on ne pouvait plus vivre toujours à crédit. Il semble que cette idée ait fait son chemin. Bayrou l'a porté, malheureusement, il s'est fracassé après dans les conditions que vous connaissez. Et là, c'est un sujet absolument majeur d'indépendance, d'autonomie de notre pays, de survie même pour l'avenir. On parle d'intelligence économique, mais comment on fait si on n'a pas les moyens derrière pour faire en sorte qu'en matière de recherche, en matière d'innovation technologique, on soit au rendez-vous. Thierry Donc, Breton, non, je n'ai pas de choix. Alors, Thierry Breton, alors on sait que ça a l'air d'être le favori de François
François Bayrou. Est-ce que Thierry Breton fait partie, pardonnez-moi l'expression avec tout le respect que j'ai pour Thierry Breton, de vos poulains, Philippe Vigier? Je trouve, il a été très bon commissaire européen. C'est un bon ministre de l'économie. Non, je ne le vois pas comme président de la République. Vous voyez, on peut avoir des avis différents au sein d'une famille politique parce que c'est comme ça. Et je pense qu'à un moment, il faut aussi un nouveau message. Quelqu'un en plus qui est coché, j'y tiens. Alors, c'est pas le cas de Gabriel Attal, même s'il est élu quand même, il est parlementaire maintenant depuis quelques années. Vous savez, cette France, elle a besoin d'être protégée. Moi, c'est ce que me disent les habitants de ma ville, de ma circonscription. Protégez-nous par rapport aux défis climatiques, je le disais, aux défis énergétiques que devant nous. Et donc, quelqu'un qui connaisse bien la France profonde, ses racines. D'ailleurs, j'ai vu que Gabriel Attal, assez adroitement, était allé en Aveyron lancer sa candidature. J'ai vu qu'Édouard Philippe arpentait les routes de France. Mais oui, c'est ce qu'il faut faire, la France. Il faut aller la rencontrer. C'est un homme, une femme, un destin. Vous êtes, effectivement, et vous ne vous en cachez pas, vous êtes un député MoDem, et vous avez tout à fait le droit, Philippe Vigier. Simplement, après 10 ans de macronisme, la question est simple. Est-ce que le ni de droite ni de gauche n'est-il pas un peu désuet quand même, là, en 2026? J'ai envie de vous dire, vous savez, quand vous regardez les débats au Parlement, à un certain moment, qui est vraiment de gauche et qui est vraiment de droite, en dehors de ceux qui veulent affirmer une droite sur les sujets migratoires, sur lesquels, vous savez, moi je suis pour des quotas sur l'immigration, je suis favorable à ce que proposait d'ailleurs à l'époque Alain Juppé, qui voulait qu'on vote chaque année au Parlement. L'immigration, pour vous, n'est pas un gros mot, Philippe Vigier? Non, pas du tout. Mais il faut prononcer tous les mots, sinon vous les laissez à vos adversaires qui surfent là-dessus. Hier, il y a des articulations médicales, un sujet que je connais très bien. Le RN, là-dessus, surfe dans tous les territoires ruraux, c'est scandaleux, rien ne se passe. Lorsque le député que vous avez au téléphone a essayé de leur expliquer, de déposer des propositions de loi, pour faire en sorte qu'on régule l'installation des médecins, ils votaient contre. Moi, je veux simplement la confrontation d'idées, et surtout, maintenant qu'ils ont plusieurs années de Parlement, mais qu'on les mette en contradiction avec ce qu'ils disent au Parlement et ce qu'ils disent sur le terrain. Et là, croyez-moi, en matière économique, RN et LFI, c'est exactement la même chose. Sur les retraites, c'est le même sujet. Georges Fenech souhaite vous poser une question, Philippe Vigier. Non, d'abord dire à Philippe que je partage, mais vraiment ce qu'il vient d'être dit, et notamment sur les primaires. Moi, je n'aime pas les primaires. Je vais vous dire, ça laisse des traces épouvantables. Et puis en réalité, quand vous regardez... La gauche en a bien profité il y a plus de 10 ans. Oui, voilà, à part François Hollande. Vous avez raison. Tous ceux qui gagnent les présidentielles sont ceux qui n'ont pas fait des primaires. Tous ceux qui sont au second tour... C'est vrai. Tous ceux qui arrivent au second tour sont les candidats qui n'ont pas fait de primaire. Comme dans les villes d'ailleurs. Vous prenez Paris, Lyon, Marseille en 2014, les finalistes étaient ceux qui n'avaient pas fait qui ont gagné, n'ont pas fait des primaires. Donc il faut quand même se poser. Et puis c'est pas très Ces guerres intestines sont contre-productives, c'est ce que dit Philippe Vigier. Bon, voilà. Pour moi, la primaire, c'est le premier tour. Voilà. La première. On est d'accord. La primaire, Georges Fenech. On départage. Voilà. Georges a complètement raison. Moi, ce que j'attends, c'est un message d'enthousiasme, un message de rupture, un message de réalisme, et que on propose à cette France un avenir dans le contexte international absolument dingue dans lequel nous sommes projetés tous les jours et dont on voit les conséquences. Vous voyez, moi j'étais, comme tous les Français, je prenais l'essence à la pompe cet après-midi, 2,30. Et eux, c'est un sujet qui leur parle. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, mais le bloc central peut-il se permettre, par l'éparpillement des candidatures et donc des voix, peut-il se permettre le risque de voir au second tour le RN affronter LFI? Non, on ne peut pas se le permettre. Mais ça, c'est pas nous se le permettre. C'est pas pour nous. L'ambition, moi, je la porte pas pour moi. Je la porte pour ma France. Vous aurez votre part de responsabilité au MoDem et dans tout le bloc central. Pardon de vous le dire, Philippe Vigier. Vous voulez que je vous dise quelque chose? Oui, mais vous voulez m'amener sur les primaires. Moi, je vous dis que, rappelez-moi au mois d'octobre ou au mois de novembre, lorsque les choses se sont un peu décantées, et je vous dirai avec force, il y en a un qui a 4-5 points de plus dans les sondages, et bien que voilà. C'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses et on dira maintenant on arrête de jouer et on avance. Philippe Vigier, Emmanuel Macron, c'est un silence assourdissant parce que le président de la République ne s'est toujours pas prononcé sur sa préférence. Il observe une sorte de réserve, voilà. Et il a l'air de dire que tous les candidats en lice ne trouvent pas grâce à ses yeux. Est-ce que vous déplorez cette absence de prise de position de la part du président de la République, Philippe Vigier? Eh bien, moi, je pense que le président, il fait bien de rien dire. Voilà. Écoutez, c'est pas lui qui doit peser sur l'élection présidentielle. Il les connaît tous. Ils ont tous été ses ministres, ses premiers ministres. Ils ont travaillé avec lui pour la plupart, mais même Bruno Retailleau également. Donc en clair, mais non, il n'a pas à peser sur le débat présidentiel. Il est dans son rôle de président. Écoutez, j'ai vu qu'il était allé sur les incendies en Gironde. Et je trouve que c'était sa place la semaine dernière, avec un dramatique incendie de plus de 40 000 hectares.
Je sais qu'au Conseil des ministres, ça a été relaté dans la presse, c'est lui qui a demandé que cette réunion que vous évoquiez dans les titres, demain des ministres de l'Intérieur sur ce qui se passe dans le cas espagnol. Donc ça veut dire en clair que, oui, c'est son travail de faire cela, mais il n'a pas à peser sur la présidentielle. S'il l'ouvrait et s'il disait quelque chose, on critiquerait. Non, je préfère qu'il ne dise rien. Bon, Philippe Vigier, alors que le gouvernement tente de convaincre les banques de financer les campagnes des candidats à l'élection présidentielle, le groupe Crédit Mutuel, on l'a appris il y a quelques jours, a annoncé qu'il n'accorderait pas de prêt aux candidats sans garantie de l'État. Alors, si ce n'était que le Crédit Mutuel, à la limite, ce ne serait pas grave. Le problème, c'est que le président du Crédit Mutuel, Daniel Bral, est aussi le président de la Fédération française bancaire. Donc, bon, on pourrait penser que tout cela pourrait faire tache d'huile. Est-ce que, Philippe Vigier, ça, c'est une perspective qui vous inquiète ? Ça m'inquiète terriblement. Je vous rappelle qu'il y a un homme politique qui l'avait porté, c'est François Bayrou, qui voulait créer la Banque de la démocratie en 2017. Parce que lorsque vous voulez faire une initiative, si vous n'avez pas les 50 ou 60 000 euros devant vous, vous faites comment ? Si vous faites une campagne régionale qui vous coûte 1 million ou 2 millions d'euros jusqu'au plafond, vous faites comment ? Non. Ça, c'est vraiment un vrai sujet. Alors, ça m'embête d'autant plus que le Crédit Mutuel le dise non, parce que c'est une banque mutualiste. Et je rappelle que les banques mutualistes ont des fiscalités qui ne sont pas celles des banques de droit commun. Et le rôle mutualiste, c'est une valeur. Et cette valeur, c'est aussi de promouvoir la démocratie. Et l'élection, c'est la promotion de la démocratie. Raphaël Steinville. Oui, on peut même ajouter que François Bayrou avait fait cette proposition en 2017 et qu'il a même conditionné, conditionné son soutien à Emmanuel Macron en février 2017 à ce que cette banque de la démocratie soit effective. Malheureusement, on a pu constater que cette promesse n'avait pas été réalisée par le président. Vous avez raison, ça faisait partie des promesses et des engagements qui avaient été pris. Je vous rappelle qu'en 2017, François Bayrou est resté un mois garde des Sceaux, après il a dû quitter le gouvernement pour les raisons que l'on sait, donc il n'a pas pu aller au bout du chemin. Mais une fois de plus, il avait, comme sur la dette, pointé les sujets très en amont. Et franchement, le financement des partis politiques, vous voyez, après les dérives, vous voyez, ce qu'on vient de vivre avec le procès du RN et d'autres familles politiques. Non, mais je suis désolé, la démocratie a un coût. Il faut le vivre ainsi. Ça n'est pas un inconvénient. La vie politique, elle doit être financée de façon transparente et de façon suffisante.